Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission est propulsée par la maison d'édition Bilskirnir qui vous propose des histoires faites basées sur les mythologies mais aussi sur l'héroïsme dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les 12 travaux d'Héraclès pour parler de la troisième, le combat face au sanglier d'Érymanthe. Selon certains textes, la capture du sanglier d'Érymanthe serait en fait le quatrième des travaux d'Héraclès. Pour d'autres, c'est le troisième. Et ayant toujours connu le sanglier en troisième position, je vais donc garder cette classification. Ce matin-là, Eurysthée reçut la visite de plusieurs paysans originaires du mont Érymanthe, en Acadie. Tous désespérés, car un énorme sanglier dévorait toute leur culture. Si rien n'était fait pour chasser cette bête, ils n'obtiendraient pas de récolte et la région courrait droit à la famine. Ils demandèrent l'aide d'Héraclès, réputé pour avoir déjà tué le lion de Némée et l'hydre de Lerne. Eurysthée accepta, car il craignait de plus en plus Héraclès, de peur qu'il ne finisse par prendre le trône et voudrait sa mort. Aussi, il décida, avec l'aide de Héra, de rajouter des difficultés pour ce travail. Il ordonna donc à Héraclès de ramener le sanglier d'Érymanthe vivant et de le déposer à ses pieds. Bien entendu, le fils de Zeus accepta l'épreuve et se mit aussitôt en route vers l'Acadie. En chemin, il s'arrêta chez le centaure Pholos pour se reposer. De nature bienveillante et serviable, le centaure accueillit le demi-dieu et lui offrit un repas copieux. Il prit soin de respecter les coutumes d'Héraclès, faisant cuire sa viande alors que lui la mangeait crue. Mais, à la fin du repas, Héraclès, pris d'une grande soif, aperçut un tonneau de vin et demanda à l'ouvrir. Pholos refusa, arguant que ce vin était un bien qui appartenait à tous les centaures et qu'il n'était pas de sa responsabilité que de l'ouvrir ou non. Héraclès insista tant que Pholos finit par céder. Ils ouvrirent le tonneau et le centaure et le demi-dieu dégustèrent la boisson avec plaisir. Malheureusement, l'odeur du vin avait attiré d'autres centaures, moins cordiaux et sympathiques que Pholos. Armés de lances et de gourdins, ils se rendirent vers la maison du centaure pour lui dérober la boisson alcoolisée. Héraclès les voyant, il se saisit de son arc et de ses flèches empoisonnées par le sang de l'hydre de Lerne et fit pleuvoir la mort sur eux. Par mégarde, une de ses flèches partit trop loin et blessa Chiron, un autre centaure à la nature bienveillante, mentor de nombreux héros. Incapable de mourir car immortel, mais souffrant atrocement du poison, Chiron supplia les dieux de lui accorder le repos de la mort. Après la bataille, ne souhaitant pas offenser Pholos, Héraclès offrit une sépulture décente au centaure qu'il avait tué. Mais Pholos, curieux, se blessa par accident sur l'une des flèches empoisonnées et mourut à son tour. Héraclès enterra Pholos au sommet d'une montagne qu'il baptisa Pholoé, pour lui rendre hommage. Ainsi périrent les deux seuls centaures, bons et sages. Affecté par cette terrible perte, Héraclès se rendit sans plus attendre au mont Érymanthe pour y chasser le sanglier. C'était l'hiver. La montagne était couverte de neige, ce qui rendait les traces plus faciles à suivre. Le fils de Zeus n'eut aucun mal à retrouver la bête, mais celle-ci se mit à courir, entraînant Héraclès dans une poursuite folle. Le demi-dieu n'arrivait pas à la rattraper, car elle semblait connaître à merveille cette région. Héraclès cessa donc de courir et prit la nuit pour se reposer, afin de mettre en place une nouvelle tactique. Au matin, le fils de Zeus se mit à explorer la montagne pour mieux la connaître. Il vérifia chacune de ses grottes, chaque forêt et sous-bois, chaque recoin, afin d'être sûr des chemins à prendre s'il devait poursuivre à nouveau le sanglier. Il essaya de tendre des pièges à la bête. Se cachant dans des arbres ou des fourrés, il attendait que le monstre ne s'approche pour lui bondir dessus. Mais celle-ci le repérait à chaque fois avant de s'approcher, narguait le demi-dieu et s'enfuyait, entraînant une nouvelle course-poursuite. Ce petit manège se répéta tous les jours pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'Héraclès, exacerbé, ne change encore de stratégie. Quand le mont Érymanthe n'eut plus le moindre secret pour lui, Héraclès décida de tendre une embuscade pour capturer le sanglier.
Il modifia la plupart des chemins de la montagne, les barrant avec des pierres ou des troncs, creusant des fossés pour les rendre impraticables. Puis, il creusa un trou profond sur l'un des sentiers que l'animal empruntait régulièrement et le dissimula à l'aide de la neige et des branchages légers. Enfin, il grimpa dans un arbre et se mit à pousser de puissants cris pour l'attirer. Le sanglier, qui s'était engraissé pour tenir l'hiver, ne chercha pas la confrontation et s'enfuit aussitôt qu'il reconnut Héraclès. Ce dernier se lança, comme à chaque fois, à sa poursuite. Mais cette fois-ci, l'animal dut emprunter des chemins rendus plus complexes par l'action du demi-dieu. Il finit par s'engager dans l'un de ceux où Héraclès avait creusé un fossé et tomba dedans. Le fils de Zeus s'approcha et, constatant qu'il était toujours en vie, attendit qu'il ne s'épuise en tentant de remonter à la surface avant de le capturer. Une fois l'animal vaincu par la fatigue, Héraclès le ligota et le plaça sur son dos. Il retourna auprès d'Eurysthée pour lui annoncer sa victoire. Ce dernier, toujours effrayé par Héraclès depuis qu'il avait vaincu le lion de Némée, était caché dans sa jarre. Mais comme il avait demandé à ce qu'Héraclès ne lui dépose le sanglier à ses pieds, le demi-dieu le prit au mot et jeta le sanglier toujours vivant, je le rappelle, dans la jarre devant Eurysthée, le terrorisant une bonne fois pour toutes. Ainsi s'achève le troisième travail d'Héraclès, celui qui le confronta au monstrueux sanglier d'Érymanthe. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura fait rêver. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis ou à votre famille, ou bien lors d'un banquet avant une excursion. Vous pouvez aussi retrouver le reste de mes œuvres sur le site billskirnir.fr si vous souhaitez découvrir d'autres histoires en rapport avec les mythologies. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.